Bonjour à tous, capsule juridique numéro 197 du 1er février 2024. Je vais vous parler aujourd'hui du Canada, de l'Italie et de l'Australie. Au Canada tout d'abord, et plus précisément à Calgary, dans la province de l'Alberta, 95 travailleurs de la santé qui avaient refusé de se soumettre aux obligations vaccinales ont déposé des griefs auprès de leur syndicat. Ils reçoivent pour l'instant des indemnisations pouvant aller jusqu'à 5 000 $ canadiens pour compenser les suspensions dont ils ont fait l'objet. Au total, c'est en fait plus de 260 personnes qui avaient déjà déposé un dossier, mais il semble que pour l'instant, 95 seulement ont été jugés éligibles à recevoir un paiement par l'arbitre qui gère ces affaires. D'autres seront indemnisés du coût des tests PCR réguliers qu'ils ont dû faire pour venir travailler sans injection. L'article du site Calgary News, qui relaye l'information, indique que d'autres paiements suivront très probablement, puisqu'au total, entre 2021 et 2022, c'est pas moins de 1650 membres du personnel de l'administration de la santé qui ont été mis en congé sans solde. L'article détaille ensuite les difficultés d'appréciation des dossiers et s'agissant manifestement d'un média bien obéissant, il poursuit en disant que tout cela est bien dommage, car, je cite, « S'il y avait une autre pandémie demain et que les employeurs voulaient mettre en place des politiques de vaccination, ils auraient du mal à le faire, et à savoir ce qui se passe avec ces politiques dans l'arbitrage du travail. » Fin de citation. Ce à quoi je répondrai moi-même, il fallait y penser avant de piétiner les libertés individuelles, et notamment le code de Nuremberg. Je vous suggère de regarder aussi la vidéo qui est extraite d'une séquence diffusée sur cette chaîne de télévision, elle est dans l'article. La présentatrice s'empresse dès le départ de préciser aux téléspectateurs que ces remboursements se font avec l'argent du contribuable. Et ouais, divisé encore et encore, mais les compensations sont faites parce qu'une décision a été rendue qui condamne les pouvoirs publics à les payer. Et notons que les frais de défense des autorités sont aussi financés par les contribuables. Quand il n'y a pas de faute en amont, il n'y a pas besoin de procédure en aval. Et là, on fait des vraies économies. Donc si on respecte la loi et les traités internationaux, eh bien c'est une super manière de faire des économies, donc peut-être une piste à suivre, messieurs et mesdames des gouvernements. Italie à présent. Le 27 janvier, un site italien annonçait qu'une femme de 36 ans avait reçu une indemnisation à vie, allait recevoir une indemnisation à vie à charge de l'État. L'affaire est évoquée par un média italien nettement moins obéissant que le canadien dont je viens de parler, puisque l'article dit notamment ceci, je cite, « La saison des obligations des laissez-passer verts et super verts est terminée, mais les conséquences d'une campagne de vaccination imposée par la force de la loi et pour laquelle peu d'investissements ont été consentis en termes de pharmacovigilance se font encore sentir. Et nous nous retrouvons aujourd'hui à recoller les morceaux de ce qui a été fait au cours des 3 dernières années. » Fin de citation. Alors en l'espèce, il s'agissait d'une jeune femme de 36 ans à Palerme qui subit des dommages permanents à la suite d'un petit mélange d'injections puisqu'elle avait commencé par AstraZeneca avant de se voir ensuite injecter 2 doses de Pfizer. Elle souffre à présent d'une myocardite et l'article rappelle à ce sujet, je cite à nouveau, « Rappelons que la myocardite est un effet indésirable qui n'a été inclus dans la notice de Pfizer qu'à un stade ultérieur, lorsque la campagne de vaccination avait déjà commencé à l'échelle mondiale. » Fin de citation. En vertu de la loi italienne et d'un arrêt de la Cour constitutionnelle italienne de mai 2020 qui reconnaît l'obligation d'indemnisation de l'État même pour les injections non obligatoires, la victime se voit donc allouer une indemnisation. L'article précise ensuite ceci, et ça vaut le détour. Aujourd'hui, 2 ans après la vaccination, cette femme a au moins trouvé une consolation financière. La commission médicale de l'hôpital de Messine a en effet examiné le cas, confirmant la corrélation entre la myocardite et la vaccination, et a donc accordé à la femme une indemnisation à vie. Le montant n'a pas encore été fixé, mais il devrait s'élever à environ 1 800 € par période de 2 mois à vie. Et un peu plus loin, c'est là que ça devient sympa, la corrélation entre pathologie et vaccination n'est pas toujours reconnue, même face à des cas évidents, et la personne lésée se trouve ainsi dans l'impossibilité de prétendre à une quelconque forme d'indemnisation. Des situations dues à la création par les institutions elles-mêmes d'un climat d'intimidation sur la question de la vaccination, où un médicament produit par de grandes entreprises privées était décrit comme une relique au pouvoir miraculeux, contre laquelle toute forme de critique était censurée. C'est pourquoi de nombreux médecins ont préféré se taire, plutôt que de remettre en cause les bénéfices de la vaccination, au risque d'être réprimandés, suspendus ou radiés. À cela s'ajoute la passivité de la pharmacovigilance de l'agence italienne, qui même après le changement de gouvernement n'a pas changé son modus operandi. Alors que les vaccinations se poursuivent, les rapports de suivi de l'organisme sont arrêtés jusqu'en décembre 2022, rendant ainsi inaccessibles des données qui seraient pourtant très utiles pour comprendre le rapport bénéfice-risque d'un traitement. Fin de citation. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas longtemps, je vous annonçais, je crois que c'était fin décembre ou fin novembre, je vous annonçais que l'ancien ministre de la Santé italien ainsi que le directeur de l'agence italienne de sécurité des médicaments
faisaient l'objet de poursuites pénales quant à eux, puisqu'ils avaient mis sous le tapis les données inquiétantes de pharmacovigilance. Donc voilà, l'épidémie pour l'Europe avait commencé, la pseudo-épidémie avait commencé pour l'Europe en Italie. Il se pourrait bien que ce soit là qu'on trouve les premières condamnations pénales, je l'espère, mais en tout cas pour cette soignante-là, cette dame de 36 ans là, de Palerme en Sicile, eh bien, je ne sais pas si ça suffira à soigner et à payer ses traitements médicaux, mais en tout cas, elle a au moins gain de cause sur le fond. Australie à présent, le 15 janvier 2024, une décision a été rendue par une décision du travail australienne. Un employé nommé Daniel Shepherd, qui avait subi des effets secondaires, à savoir à nouveau une péricardite suite à la 3e injection, avait poursuivi son employeur pour être indemnisé. L'employeur ne contestait pas le préjudice, donc la réalité de la péricardite, Il ne contestait pas non plus le lien de causalité, mais il soutenait qu'il n'était pas responsable puisque la directive concernant les vaccinations venait du gouvernement. En gros, débrouillez-vous, moi, employeur, je suis responsable de rien, je n'ai fait qu'exécuter les ordres. Mais pas de chance pour cet employeur, le juge en a décidé autrement. La décision, qui est résumée au début du lien que je vous envoie, dit ceci. Tout d'abord, elle dit que la blessure qui résulte à la fois d'une obligation vaccinale découlant de la loi et du contrat de travail, et elle précise que la loi n'exige pas pour engager la responsabilité de l'employeur que le travail soit la seule cause de la blessure, ni même qu'elle en soit la cause la plus importante. En d'autres termes, si la blessure subie découle à la fois du fait que le travailleur voulait revenir travailler et des décisions légales, des lois, eh bien, l'employeur doit payer. Voilà, point, puisque la relation de travail était l'une des causes du préjudice subi. Et la deuxième chose que dit la décision, c'est plus technique, ça n'a pas beaucoup d'intérêt en dehors du système juridique australien, donc je vais pas m'y attarder. Le plus important, c'est l'obligation de l'employeur d'indemniser. Et donc, M. Shepherd, qui avait vu son premier recours rejeté, obtient une réformation de cette décision. La décision rendue le 15 janvier se termine dans les termes suivants, je cite, « Le rejet de la demande de M. Shepherd doit être annulé, et il doit être ordonné qu'il reçoive des paiements hebdomadaires d'aide aux revenus et le paiement des frais médicaux. Les parties doivent soumettre des projets d'ordonnance reflétant cette conclusion dans un délai de 14 jours. » Fin de citation. Il reste donc à trancher sur l'importance de cette indemnisation, mais ce monsieur commence à voir son horizon s'éclaircir un petit peu, et puis j'espère surtout qu'il s'en sortira. Dans l'article qui annonce cette information, et grâce auquel j'ai pu remonter jusqu'à cette décision, l'un des avocats de la victime s'exprime en disant ceci. Je cite à nouveau. « C'est une bonne décision, déclare l'avocat des droits de l'homme Peter Pham du cabinet d'avocats Intel, soulignant qu'elle crée un précédent important en tenant les employeurs responsables des blessures subies à la suite des directives de vaccination appliquées sur le lieu de travail. L'aspect le plus important de cette affaire, à mon avis, est que même s'il y avait une ordonnance de santé publique en vigueur, le tribunal a quand même jugé l'employeur responsable. De nombreux employeurs australiens ont cherché à se soustraire à la responsabilité des blessures subies dans le cadre des directives sur le vaccin Covid sur le lieu de travail, au motif qu'ils suivaient simplement les ordres du gouvernement de l'État. » Fin de citation. Donc à la fin de l'article, l'avocat conclut « Parfois, les entreprises et les ministères doivent réellement subir les conséquences de leurs actions avant d'y réfléchir à deux fois et de corriger leur trajectoire. C'est vraiment triste qu'il faille des personnes gravement blessées et tuées pour que cela se produise. Des cas comme celui-ci signifieront que les employeurs seront réticents à mettre en œuvre des politiques imposant des procédures médicales à l'avenir, ce qui est formidable car ils n'ont jamais été qualifiés pour le faire. » Fin de citation. Alors je vais creuser aussi l'action collective dont il est question à la fin de l'article. Je reviendrai vous en parler quand j'aurai le temps et j'en profite aussi pour dire merci à tous ceux qui, dans les différents groupes que j'ai créés, m'envoient des liens fiables vers des infos utiles, ce qui me permet de gagner beaucoup de temps sur les recherches et de me concentrer ensuite sur l'analyse des infos et des décisions elles-mêmes. C'est vraiment très appréciable parce que sans vous, soit j'y passerai encore plus de temps, ce qui me mettrait encore plus en difficulté dans la gestion de mes dossiers, soit je devrais réduire le nombre des capsules et des informations. Donc merci beaucoup à vous. Quand vous vérifiez l'info et que vous me transmettez le lien ensuite, ça m'aide vraiment beaucoup. Voilà. Et pour terminer, une citation attribuée à Gandhi, c'est très court, c'est très efficace, je cite « À l'instant où l'esclave décide qu'il ne sera plus esclave, ses chaînes tombent. » Fin de citation. C'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. À très bientôt. Tenez bon, au revoir.